Le même soleil qui a réchauffé votre visage aujourd'hui, celui que vous n'avez jamais, pas une seule fois, regardé comme une machine, est une lentille. Une lentille assez puissante pour lire la surface d'un monde tournant autour d'une autre étoile. Pour en voir les océans, les continents, les nuages. Peut-être, si un tel monde existe, les lumières d'une cité étrangère brillant dans sa nuit. Ce n'est pas une image, c'est de la physique, et elle a près d'un siècle. En 1936, l'homme le plus célèbre de la science a posé le calcul sur le papier. Il a trouvé le chiffre 548 fois la distance qui sépare la Terre du Soleil. Puis, dans ce même article, il a écrit une phrase qui devait clore l'affaire pour toujours. Il n'y a, écrivait-il, aucun espoir d'observer un jour ce phénomène directement. Albert Einstein a vu la lentille de son propre esprit, et il a jugé qu'elle ne servirait jamais à rien. Il avait raison sur les mathématiques. Il s'est trompé sur nous. Car voici la promesse de ce voyage, dite simplement. Nous sommes aujourd'hui à portée de transformer notre propre Soleil en le télescope le plus puissant jamais conçu. Non pas un peu plus puissant que ceux d'aujourd'hui, des milliards de fois plus. Assez pour cesser de voir les autres mondes comme de pâles points de lumière et commencer à les voir comme des lieux, avec une géographie que l'on pourrait montrer du doigt et nommer. Si ces nuits où l'on prend le vertige du cosmos au sérieux, sans jamais renoncer à la rigueur, sont pour vous une raison de rester éveillé, abonnez-vous à cette chaîne. C'est très exactement ce que nous faisons ici, ensemble, prendre les idées les plus vastes et les démonter lentement, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'elles tiennent dans la main. Car cette idée-là, aussi folle qu'elle sonne, est réelle. Et nous allons la démonter en entier. Car entre nous et cette image, il n'y a qu'une poignée de choses. Étranges, précises, presque incroyables. Un homme qui lavait la vaisselle et qui a harcelé Einstein jusqu'à le faire céder. Une ligne, dans le vide, qui ne commence qu'à 82 milliards de kilomètres, plus loin que tout ce que la main de l'homme a jamais lancé. Un vaisseau qui doit tomber vers le Soleil, dans une fournaise 2 fois plus chaude que le point de fusion de l'acier, avant de pouvoir s'en échapper. Un collier de perles jeté une à une dans le noir, et un monde juste à côté qui pourrait être vivant ou n'être qu'une carcasse brûlée dont l'air a déjà été arraché. Tout ce voyage va rejoindre chacune de ces énigmes l'une après l'autre. Voici l'idée étrange qui se tient au cœur de tout. Quelque part, là-bas, autour d'une autre étoile, de la lumière quitte en ce moment la surface d'un monde que nous n'avons jamais vu. Elle traverse des années de vide. Elle passe près de notre Soleil. Et notre Soleil, sans que personne le lui demande, courbe cette lumière, la rassemble et la ramène à un foyer très au-delà des planètes. Si nous pouvions poser un petit télescope à ce foyer, le Soleil nous tendrait une image de ce monde lointain, gratuitement, sans miroir de la taille d'une ville, sans machine que l'humanité ne pourrait jamais bâtir. Juste notre étoile faisant ce que la gravité fait en silence depuis le début de l'univers. Songez à ce que cela voudrait dire. Pas un point. Pas une tache de quelques pixels sur laquelle des scientifiques se disputent dans un article. Un monde. Bleu là où sont ses océans, blanc là où tournent ses nuages, brun et vert sur ses terres. Une planète que vous pourriez regarder comme les premiers astronautes ont regardé la Terre et sentir dans votre poitrine que c'est un lieu. Que quelque part sur cette surface il fait matin, et quelque part il fait nuit, et que le tout tourne lentement sous une étoile qui n'est pas la nôtre. Nous n'avons jamais eu cela. Dans toute l'histoire de notre espèce, nous n'avons jamais vu un autre monde vivant autrement que comme un point de lumière ou une ombre passant devant une étoile. Le Soleil pourrait nous le donner. Voilà la promesse. Et ce n'est pas de la science-fiction. Il faut d'abord mesurer l'étrangeté du fossé. Au cours de toute notre histoire, nous avons découvert à peu près 6000 planètes tournant autour d'autres étoiles. Nous les appelons des exoplanètes, des mondes hors de notre propre système solaire. Et trouver ne serait-ce que la première fut longtemps jugée impossible. La première exoplanète confirmée ne l'a été qu'en 1992. Et celle-là même était étrange. 2 mondes tournant non pas autour d'un soleil chaud comme le nôtre, mais autour du cadavre en rotation d'une étoile déjà morte, déjà explosée. Un cimetière, pas un jardin. Mais elle a prouvé ce qui comptait. Les planètes étaient là, autour des autres étoiles. Et nous pouvions les trouver. En 3 décennies, nous sommes passés de 0 à 6000. Une avalanche de mondes nouveaux, d'autres arrivant chaque mois. Et de ces 6000, la meilleure photographie directe que nous ayons jamais réussi à prendre de l'un d'eux ressemble à ceci. Une tache floue, une poignée de pixels, un petit point terne sur du noir. Voilà l'état de l'art. Voilà le meilleur portrait que l'humanité possède d'une planète au-delà de notre Soleil. Restez un instant avec l'étrangeté de cet écart. Nous voulons des fleuves, des littoraux, des chaînes de montagnes, la spirale d'une tempête dans un ciel étranger. Nous voulons, si nous sommes honnêtes sur le rêve, voir la lueur de quelque chose bâti par des mains qui ne sont pas les nôtres. Et ce que nous avons, c'est un point. La distance entre ces 2 images, entre la tâche et le monde vivant, ne ressemble pas à un fossé. Elle ressemble à un mur. Il faut comprendre comment nous avons trouvé ces 6000 mondes, car cela explique pourquoi une vraie image est si difficile. Nous ne voyons presque jamais les planètes elles-mêmes. Nous voyons ce qu'elles font à leurs étoiles. Une méthode surveille une étoile avec une patience sans faille et attend qu'elle vacille. Un minuscule va-et-vient, l'étoile tirée légèrement hors de son centre par une planète invisible qui tourne autour d'elle. Une autre méthode attend que l'étoile faiblisse. Un bref clignement,
quand une planète passe devant elle, comme une éclipse minuscule. Les deux sont indirects. Vous ne regardez pas la planète. Vous regardez l'ombre qu'elle projette, le tremblement qu'elle cause, et vous en déduisez le monde. Nous savons que ces mondes existent comme on sait que quelqu'un se tient derrière un rideau, parce qu'on voit le tissu bouger. Nous n'avons jamais tiré le rideau. Alors pourquoi ne pas simplement construire un plus grand télescope? Parce que deux murs se dressent, et aucun des deux ne cède à la force. Le premier mur, c'est l'échelle. Le télescope spatial James Webb est l'œil le plus puissant que nous ayons jamais lancé. Un miroir d'or de 6,5 mètres, plié comme un origami pour tenir dans une fusée, puis déployé dans le noir à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il a coûté des décennies et près de 10 milliards de dollars. Il voit la faible chaleur de galaxies nées peu après le début de l'univers, une lumière qui voyage vers nous depuis plus de 13 milliards d'années. C'est l'une des grandes réussites de notre espèce. Et il n'a aucun espoir, aucun, de vous montrer une ville sur une planète autour d'une autre étoile. Pour prendre une vraie image nette d'un monde semblable à la Terre à quelques années-lumière, le genre d'image où l'on distinguerait un continent, il ne vous faudrait pas un miroir un peu plus grand. Il vous faudrait un miroir de 90 km de large. Pas 90 mètres. 90 km. Une unique feuille de verre poli plus large que la plupart des villes, suspendue dans l'espace, tenue à la forme d'une courbe parfaite à une fraction de la longueur d'onde de la lumière. Il n'y a pas assez de verre. Il n'y a pas assez d'argent. Il n'existe aucun lanceur, sur aucun plan, sur aucune table à dessin, capable de le soulever. 90 km, ce n'est pas un défi d'ingénierie qui attend une idée astucieuse. C'est un fantasme et tous ceux qui étudient la question savent que c'en est un. Et il y a un second mur qui rend le premier plus haut encore. Une planète ne se contente pas d'être petite et lointaine. Elle se tient juste à côté de quelque chose d'aveuglant. Un monde comme la Terre est environ 10 milliards de fois plus faible que l'étoile qu'il tourne. 10 milliards. Photographier la planète à côté de son étoile, c'est comme photographier une seule luciole qui volette près d'un projecteur de stade, à des centaines de kilomètres, avec le projecteur pointé droit sur votre objectif. Nous avons bâti des instruments, les coronographes, qui masquent physiquement l'éclat d'une étoile pour révéler ce qui se cache à côté. Ils sont remarquables. Mais les meilleurs ne peuvent atténuer cette lumière que d'un facteur d'1 million. Il nous en faut 10 milliards. Nous sommes en dessous d'un facteur 10 000. Les astronomes appellent cela le problème de contraste, et à lui seul, il suffit presque à rendre tout le rêve sans espoir. Et pourtant, il existe une faille. Elle était cachée à l'intérieur d'une théorie qu'Einstein lui-même avait publiée 2 décennies avant ce petit article résigné. Un moyen d'emprunter une lentille de 90 km de large sans rien construire du tout. En 1915, Einstein a publié la théorie qui a réécrit notre compréhension de la gravité. La gravité, disait-il, n'est pas vraiment une force qui tire sur les choses. C'est la courbure de l'espace et du temps eux-mêmes autour de tout ce qui possède une masse. Un objet lourd creuse le tissu de l'espace comme un poids sur un drap tendu, et tout ce qui passe à proximité, y compris la lumière, suit la courbe. La lumière n'a pas le choix. Quand un rayon frôle un corps massif, sa trajectoire se courbe, parce que l'espace qu'il traverse est courbé. C'est là tout le secret. Notre Soleil est massif. La lumière d'une planète lointaine, qui frôle un bord du Soleil, est légèrement déviée vers l'intérieur. La lumière qui frôle le bord opposé est déviée d'autant, vers le même centre. Et loin, de l'autre côté, ces rayons courbés se croisent. Le Soleil devient une lentille, non par une ruse de notre part, par la seule géométrie de la gravité. C'est cela qu'Einstein a calculé dans son article à contre-cœur, l'effet qu'il était sûr que personne ne verrait jamais. Il avait raison sur la formule. Il avait tort sur nous. Car dans les décennies qui ont suivi sa mort, nous avons commencé à voir sa lentille partout où nous regardions. Quand les astronomes ont braqué leurs meilleurs instruments sur le ciel profond, ils ont trouvé des galaxies lointaines étirées en arcs brillants et des anneaux parfaits de lumière, tordus par la gravité de masses énormes assises entre elles et nous. Nous les avons nommés anneaux d'Einstein, du nom de l'homme qui avait dit qu'on ne les observerait jamais. Le premier ne fut trouvé qu'en 1979. Cette même année, des scientifiques qui croyaient étudier une étrange paire d'objets lointains ont compris qu'ils regardaient un seul objet dont la lumière avait été dédoublée par la gravité d'une galaxie interposée. L'effet qu'Einstein avait enterré était soudain réel, photographié, indéniable. Une voix en chemin avait insisté. Des années plus tôt, l'astronome Fritz Zwicky avait soutenu que des galaxies entières pouvaient servir de lentilles gravitationnelles, et que leur pouvoir grossissant serait si énorme qu'on finirait par le détecter. Zwicky avait raison, et il avait de l'avance sur son temps. Le sceptique s'était trompé, encore et encore, contre sa propre prédiction, à l'échelle la plus grandiose du cosmos. L'intuition têtue avait eu raison depuis le début. Alors la physique est réglée. La gravité focalise la lumière. Notre Soleil est une lentille. Il ne reste que des questions pratiques, et elles sont immenses. Mais avant d'y venir, il faut saisir la beauté tranquille de cette faille, celle qui fait qu'un scientifique se penche en avant quand il l'explique. Souvenez-vous du problème de contraste. La planète noyée sous une étoile 10 milliards de fois plus brillante, ce mur de 10 000 fois trop haut, voici comment il tombe. Quand vous utilisez le Soleil comme lentille, vous ne regardez jamais l'étoile étrangère.
Vous ne combattez jamais son éclat. Vous vous tenez loin, dans le noir, de l'autre côté de notre propre soleil, et vous ne recueillez que la lumière de la planète elle-même, rassemblée, focalisée, amplifiée par la gravité jusqu'à devenir assez brillante pour être lue. Laissez cela pénétrer, car cela change tout. Le problème qui était 10 000 fois trop dur n'est pas résolu. Il cesse simplement d'être le problème. La chose impossible, le soleil l'a fait pour vous, gratuitement, par la seule action de la gravité sur la lumière. Il reste bien une étoile brillante à gérer, là-bas. Notre propre soleil, assis au centre de la lentille. Mais masquer notre soleil est un problème que nos coronographes savent déjà résoudre, parce que nous sommes juste à côté de lui et que nous le connaissons intimement. L'étoile impossible, la lointaine, la lentille l'a déjà retiré du tableau. Il y a là quelque chose de presque poétique. Ce qui rendait le problème insoluble, une étoile, devient ce qui rend la solution possible, une étoile. Vous échangez un combat que vous ne pouvez pas gagner contre un que vous avez déjà gagné. Alors la voie n'est pas de bâtir un œil plus grand, c'est d'aller quelque part. De porter un petit télescope jusqu'au lieu où notre soleil focalise la lumière d'un autre monde, et de laisser l'étoile faire le travail qu'aucune machine de notre main ne pourrait faire. C'est un renversement de tout ce que l'astronomie a jamais fait. Pendant 4 siècles, nous avons rendu nos instruments toujours plus grands, taillant des miroirs plus larges, atteignant plus loin en devenant plus gros. La première lunette de Galilée tenait dans une main. Le télescope James Webb a exigé une fusée et une décennie de déploiement. Cette idée-là brise cette marche. Elle atteint plus loin en allant plus loin. Le télescope reste petit, pas plus grand que ce qu'on porte dans les bras. C'est la distance qui fait le reste. La lentille est déjà construite, il faut seulement la rejoindre. Et tout cela a commencé, de tous les endroits possibles, avec un homme qui lavait la vaisselle. Pas un professeur. Pas un astronome avec un télescope, une bourse et une université derrière lui. Un immigré sans le sou, un homme qui avait traversé la moitié du monde et s'était retrouvé dans le Washington des années 1930, à récurer des assiettes pour payer son loyer, portant en lui une idée fixe qu'il ne pouvait pas lâcher. Il s'appelait Rudy Mandel. Il avait été formé en Tchécoslovaquie comme ingénieur électricien. Il avait combattu durant la Première Guerre mondiale, avait été capturé, expédié dans un camp de prisonniers en Sibérie. Il s'était évadé. Il avait dérivé de continent en continent dans le chaos de l'après-guerre. Un homme sans pays, sans argent, sans place. Et dans ses heures creuses, pour manger, il peignait de petites coquilles d'œufs qu'il vendait. Un homme aux marges d'une ville, faisant le travail qu'il trouvait, et gardant dans sa tête une seule idée sur la façon dont la lumière se comporte près d'un objet lourd. Il était convenu, tout seul, sans laboratoire, ni personne pour vérifier son travail, que la gravité pouvait focaliser la lumière comme une lentille de verre grossit ce qui se tient derrière elle. Il n'avait pas toute la mathématique, il n'était pas théoricien, mais il en avait le cœur, l'intuition qui se révélerait exactement juste. Alors Mandel fit une chose audacieuse, il alla à Princeton. Il força l'entrée pour voir Albert Einstein, l'esprit le plus célèbre de l'époque, assiégé d'admirateurs, de journalistes et d'illuminés, et il lui parla de sa lentille. Imaginez la scène. Le plongeur sans le sou, le réfugié aux coquilles d'œufs peintes dans la poche, debout devant l'auteur de la relativité générale, lui expliquant un morceau de physique et demandant à être pris au sérieux. Au début, cela n'alla nulle part. Einstein écouta, mais ne fut pas impressionné. Il avait, comme il se trouve, déjà pensé à tout cela. Discrètement, des années plus tôt, il avait griffonné la même idée dans un carnet, refait le calcul des 1912, plus de 20 ans avant que Mandel ne franchisse sa porte. Il avait conclu que l'effet, bien que réel, était désespérément petit. L'alignement exigeait trop parfait, la chance de surprendre une étoile placée juste derrière une autre trop faible. Il croyait qu'on ne l'observerait jamais. Il y a quelque chose de presque douloureux dans ce détail. La plus grande intuition physique du XXe siècle avait regardé cette idée en face et l'avait jugée sans avenir. Non par arrogance, mais par un calcul qu'elle avait déjà fait et en lequel elle avait entièrement confiance. Son échec ne fut pas un échec de mathématiques. Ce fut un défaut d'imagination sur la distance que nous saurions un jour franchir. Mais Mandel ne partit pas. C'est la partie de l'histoire qui change tout, et elle ne parle pas de génie. Elle parle d'entêtement. Le plongeur revenait sans cesse. Il relança, encore et encore, pendant des mois. Il pressa Einstein d'écrire l'idée, de la publier, de la mettre au dossier où d'autres scientifiques pourraient la voir. Einstein, qui avait un univers de choses plus importantes à faire, esquivait. Mais Mandel était d'une ténacité difficile à imaginer. Un homme qui n'avait rien, aucune position à protéger, aucune réputation à perdre, refusant simplement de laisser le savant le plus célèbre du monde l'ignorer. Et cela, on ne sait comment, suffit. Einstein finit par céder. Épuisé, il fit le calcul proprement, écrivit un court article et le soumit à la revue Science en 1936. Et voici où son agacement entre dans l'histoire, noir sur blanc. Dans sa lettre à l'éditeur, il avoua presque pourquoi il le faisait. Il remercia l'éditeur d'accepter cette petite publication que, écrivit-il, Mandel lui avait arrachée. Il ajouta que le travail était de peu de valeur, mais que cela rendait le pauvre homme heureux. Le plus grand physicien du siècle, publiant un article et reconnaissant par écrit qu'il ne le faisait que pour se débarrasser d'un importun. L'article lui-même était modeste, et Einstein prit soin de le clore sur une note de finalité.
Il exposa comment une étoile pouvait courber et grossir la lumière d'une autre. Puis il écrivit la phrase dont il était certain qu'elle réglait la question. Bien sûr, il n'y a aucun espoir d'observer ce phénomène directement. Il avait rendu le service, et il l'avait estampillé de sa propre main comme une curiosité sans avenir. Puis la réalité se mit au travail, lentement, sur des décennies, à lui donner tort. Mais tout cela concernait encore le regard tourné vers l'extérieur, vers des galaxies lointaines servant de lentilles fortuites que l'on trouvait par hasard. Le saut qui transforma ce beau phénomène naturel en une chose que nous pourrions bâtir vain en 1979, et il vint sous la forme d'une question. Un scientifique nommé von Eschleman demanda ce que personne n'avait tout à fait formulé. Et si nous cessions d'attendre que l'univers nous tende une lentille pour utiliser la nôtre, et si nous employions délibérément la gravité de notre propre soleil, non pour étudier des galaxies lointaines, mais comme un instrument pour regarder d'autres mondes et même leur parler? Il comprit une chose que les travaux antérieurs n'avaient pas poussée. Chaque lentille gravitationnelle trouvée jusque-là était un accident, un alignement du hasard sur des milliards d'années, impossible à viser. Notre Soleil, lui, est différent. Notre Soleil est ici. Nous savons exactement où il est, exactement sa masse, exactement comment il courbe la lumière. Et le foyer qu'il crée peut, en principe, être pointé vers n'importe quel monde que nous choisissons, simplement en voyageant jusqu'au bon point, de l'autre côté du Soleil par rapport à ce monde. Pour la première fois, la lentille n'était plus une chose que l'on trouve, c'était une chose que l'on pouvait viser. Il n'y avait qu'un piège, et il était colossal. Pour utiliser notre Soleil comme lentille, vous ne pouvez pas rester sur la Terre ni nulle part près d'elle. Le lieu où le Soleil ramène cette lumière à un foyer se tient loin, dans le noir, à une distance si vaste qu'aucun objet fabriqué par l'homme ne s'en est jamais approché. La lumière quitte le Soleil et atteint vos yeux en 8 minutes. Pour atteindre le lieu où le Soleil focalise la lumière d'une autre étoile, cette même lumière doit voyager plus de 3 jours. 3 jours à la vitesse de la lumière, dans le noir entre les étoiles, jusqu'à une ligne qui ne commence qu'à 548 fois la distance de la Terre au Soleil. Environ 82 milliards de kilomètres. Un nombre que l'esprit humain ne peut pas vraiment tenir. Pour comprendre pourquoi le foyer est si absurdement loin, il faut voir ce que le Soleil fait à la lumière. Les rayons d'une planète lointaine arrivent en ligne presque parallèle. Ceux qui frôlent un bord du Soleil sont courbés vers l'intérieur, ceux qui frôlent le bord opposé, d'autant, vers le même axe. Mais voici l'essentiel, le Soleil n'est pas un point. C'est une sphère, et la lumière le frôle tout autour de son bord circulaire, en haut, en bas, sur les côtés, partout. Tous ces rayons plongent vers l'axe central. Ils ne se rejoignent donc pas en un seul point net. Ils se focalisent le long d'une ligne, qui commence à une certaine distance derrière le Soleil et court ensuite tout droit vers l'extérieur, toujours plus loin. La lentille n'a pas un foyer, elle a un faisceau de foyer, une ligne que l'on peut parcourir. Un verre de lunettes est taillé par une main qui veut que la lumière se rejoigne en un point propre. Le Soleil, lui, n'a été taillé par personne. Il est rond et son foyer s'étale en une ligne au lieu de se rassembler en un point. Pour la plupart des usages, ce serait un défaut. Pour cette mission, c'est un cadeau. Car une ligne, c'est quelque chose que l'on peut survoler. Un point, c'est quelque chose au-dessus de quoi il faudrait planer pour toujours. Le seul moyen de sentir cette distance est de la dresser contre la chose la plus lointaine que nous ayons jamais lancée. En 1977, nous avons lancé Voyager 1. Elle vole vers l'extérieur depuis près de 50 ans, plus vite qu'aucun objet jamais projeté par l'homme dans l'espace, et elle est aujourd'hui la chose fabriquée la plus distante qui existe, si loin que son murmure radio met presque un jour à nous parvenir. Voyager 1 est le plus loin que nous ayons jamais atteint, et elle n'a parcouru qu'environ le tiers du chemin jusqu'au début de la ligne de foyer. Après un demi-siècle de vol, notre plus grand exploit de l'espace lointain n'est même pas à mi-course du lieu où cette mission doit commencer. Laissez cette comparaison se poser, car elle contient tout le poids du problème. Voyager fut lancé l'année où les gens qui mènent cette nouvelle mission étaient des enfants, ou pas encore nés. Et pour atteindre la ligne, il faut aller plus de 3 fois plus loin qu'elle. Alors pourquoi tant d'efforts? Qu'est-ce qui attend au bout d'un tel voyage pour le rendre digne d'être fait? La réponse est tout le propos. Quand vous arrivez sur la ligne de foyer et que vous vous retournez vers le Soleil, vous ne voyez pas seulement le Soleil. Vous le voyez ceint d'un mince cercle de lumière, l'anneau d'Einstein, qui luit tout autour du disque de l'étoile. Et tissé dans cet anneau se trouve la lumière de la planète lointaine que vous êtes venu voir, rassemblée depuis des années-lumière et concentrée jusqu'à l'endroit où vous vous tenez. Le Soleil a canalisé les photons de la planète, dispersés dans toutes les directions, et vous les a apportés, amplifiés. Et l'amplification est vertigineuse. Dans les longueurs d'onde que nos yeux voient, la gravité du Soleil accroît l'éclat de ce monde lointain d'un facteur d'environ 100 milliards. 100 milliards de fois plus brillant. Cet unique acte de focalisation équivaut à posséder un télescope au miroir de 90 km de large, l'instrument impossible dont nous disions qu'il ne pourrait jamais être bâti. Vous ne le bâtissez pas, vous voyagez jusqu'au lieu où le Soleil le devient. Il vaut la peine d'imaginer où ce trésor se tient, car le lieu lui-même est saisissant. Là-bas, sur la ligne de foyer, vous n'êtes plus vraiment dans notre système solaire.
en aucun sens réel. Les planètes sont loin derrière. Le Soleil n'est qu'un disque brillant mais petit, qui ne domine plus le ciel. Autour de vous, il n'y a que le milieu interstellaire, cette matière froide et presque vide qui remplit l'espace entre les étoiles, une région où aucun vaisseau n'a jamais vraiment travaillé. Il n'y a pas de lumière solaire digne de ce nom pour alimenter quoi que ce soit. Il n'y a rien du tout, sauf le noir, les étoiles lointaines et l'unique anneau de lumière focalisé qui est la raison de votre venue. C'est l'un des lieux les plus solitaires où une machine puisse être envoyée. Et c'est le seul depuis lequel notre Soleil peut nous montrer un autre monde. Il y a, à propos de cette ligne de foyer, un détail à la fois magnifique et exaspérant, qui façonne toute la mission. La ligne ne s'arrête jamais. Une fois atteint le point de départ, le foyer ne s'arrête pas là. Il continue vers l'extérieur, toujours plus loin, sans fin. Ce qui veut dire qu'un vaisseau qui arrive n'a jamais à s'immobiliser. Il n'a pas à se garer, à tenir une position fixe contre l'attraction du Soleil. Il peut simplement continuer de voler vers l'extérieur et rester tout ce temps à l'intérieur du foyer, à recueillir encore l'image. Plus étrange encore, la vue s'améliore à mesure qu'il s'éloigne. Près du départ de la ligne, la lumière de la planète est en partie contaminée par la lueur de la couronne du Soleil, sa propre atmosphère extérieure. Mais à mesure que le vaisseau file plus loin, cette contamination faiblit. Le Soleil rétrécit dans le ciel derrière lui, et la lumière focalisée de la planète passe plus propre, plus nette. Voilà donc un télescope qui s'améliore avec la distance, qui récompense la patience, qui voit plus clair à mesure qu'il s'enfonce dans le noir. Presque tout ce que les humains construisent se dégrade avec le temps. Les moteurs s'usent, les lentilles se ternissent, les signaux s'affaiblissent. Mais un télescope qui suit cette ligne fait l'inverse. Plus il dérive loin de chez nous, plus notre Soleil pâlit derrière lui, et plus parfaitement il peut voir le monde qu'il a été envoyé trouver. Une machine qui voit d'autant plus clair qu'elle est plus seule. Mais toute cette beauté repose sur une condition impitoyable, et c'est elle que l'étape suivante doit résoudre. Il faut d'abord parvenir là-bas. Il faut traverser 82 milliards de kilomètres, plus de 3 fois plus loin que voyager en presque 50 ans. Et il faut le faire non pas en des siècles, mais dans un laps de temps assez court pour que ceux qui ont lancé la mission soient encore en vie pour voir l'image revenir. À la vitesse d'une fusée ordinaire, ce voyage prendrait plus d'un siècle. Une mission que personne ne vit assez pour voir est une mission que presque personne ne financera. Pour s'éloigner du Soleil plus vite que tout dans l'histoire, il faut d'abord tomber vers lui. Pas autour, pas à côté. Droit dedans. Jusqu'à 15 millions de kilomètres de sa surface brûlante, dans une chaleur qui ferait fondre l'acier 2 fois, et faire confiance à l'étoile même qui cherche à vous incinérer pour vous rejeter ensuite dans le noir plus vite qu'aucune fusée. Cela sonne comme de la folie. C'est aussi, autant qu'on puisse en juger, le seul moyen. Une fusée chimique, celle qui a lancé chaque vaisseau que nous ayons jamais fait voler, plafonne à environ 5 fois la distance Terre-Soleil par an une fois lancée. À ce rythme, atteindre la ligne prendrait plus d'un siècle. Il faut 5 fois plus vite. Et on n'obtient pas un tel bond en construisant un moteur un peu meilleur. On l'obtient en abandonnant les moteurs. La réponse à laquelle ils sont parvenus est l'une des idées les plus élégantes de tout le vol spatial. On navigue non pas sur le vent, mais sur la lumière. Car la lumière, bien qu'elle n'ait pas de masse, porte une quantité de mouvement. Quand un grain de lumière, un photon, frappe une surface réfléchissante et rebondit, il lui donne une infime poussée. Un photon n'est rien, mais le Soleil en déverse un torrent inimaginable à chaque seconde, dans toutes les directions. Déployer une voile assez grande dans ce torrent, et la pression douce et sans relâche de tous ces photons qui rebondissent s'additionnent en une force réelle et continue. Une poussée qui ne s'arrête jamais, qui n'a besoin d'aucun carburant. Exactement comme une voile et le vent pour traverser un océan, sauf que le vent est la lumière du Soleil et l'océan, le système solaire. Mais voici le cœur contre-intuitif de la manœuvre. La lumière solaire est plus forte près du Soleil et faible au loin. Alors, si vous voulez qu'elle vous pousse le plus fort possible, vous ne partez pas de loin, où la poussée est douce. Vous plongez vers la source, dans la région où la lumière du Soleil est la plus féroce, et vous ouvrez votre voile là, où la pression est la plus grande. Pour aller vite vers l'extérieur, il faut d'abord tomber vers l'intérieur. C'est la manœuvre du plongeon solaire, et les détails sont extraordinaires. Le vaisseau entier est minuscule. Il pèse moins de 100 kg, une fraction d'une petite voiture. On le lance sur une trajectoire visant non pas l'extérieur, mais droit sur le Soleil. En tombant, gagnant de la vitesse sous la gravité de l'étoile, il déploie sa voile. Et la voile est énorme comparée au vaisseau. Additionnée, sa surface réfléchissante atteint quelque chose comme 2 terrains de football et demi. Et c'est ici que cela devient presque impossible à croire. Pour survivre si près du Soleil, la voile doit être incroyablement fine, environ 70 fois plus fine qu'un seul cheveu humain. Toute cette immense voile, ces terrains de football de surface, ne pèse qu'environ 30 kg parce qu'elle est faite d'un matériau extraordinaire. Un film de nanotubes de carbone, revêtu d'une mince couche réfléchissante, conçu pour être à la fois d'une légèreté de plume et sauvagement résistant à la chaleur. Il le faut. À son approche la plus proche du Soleil, elle affrontera des températures d'environ 3200 degrés, soit à peu près 2 fois la température à laquelle l'acier fond.
La voile doit garder sa forme et continuer de réfléchir dans un milieu qui changerait la plupart des métaux en liquide. Il n'existe aucun matériau ordinaire capable de tout cela à la fois. Il a fallu les progrès de la science des nanotubes de carbone, des films épais de quelques atomes seulement, pour rendre une telle voile même concevable. En tombant vers ce point le plus proche, les voiles sont inclinées sur la tranche, minces comme une lame face à la lumière, pour ne pas être poussées hors de la trajectoire précise. Le vaisseau plonge jusqu'à environ 15 millions de kilomètres de la surface du Soleil, à peu près un dixième de la distance Terre-Soleil, au fond de la fournaise. Et à cet instant d'approche maximale, le moment de vitesse maximale et de lumière maximale, les voiles s'ouvrent d'un coup. La lumière du Soleil, à sa plus grande férocité, percute toute l'étendue de la voile et projette le vaisseau vers l'extérieur. Combiné à la fronde gravitationnelle du passage si près, le vaisseau est lancé sur la trajectoire vers la ligne de foyer, à une vitesse qui écrase toutes les missions précédentes. La manœuvre du plongeon accélère le vaisseau jusqu'à quelque chose comme 25 fois la distance Terre-Soleil par an, environ 5 fois plus vite que voyager. À cette allure, le voyage jusqu'à la ligne s'effondre de plus d'un siècle à environ 20 ans. Après 2 ans, la lumière solaire est déjà trop faible pour pousser encore la voile, alors on s'en défait, on la lâche dans le noir. Après environ 7 ans, le vaisseau dépasse Voyager 1, double l'objet le plus lointain que l'humanité ait jamais lancé, et poursuit sa route. Et ce n'est pas un fantasme esquissé sur un tableau blanc. La technologie est réelle, et on la teste. Des voiles solaires ont déjà volé dans l'espace, de vrais engins poussés par la vraie lumière du Soleil, prouvant que le principe fonctionne. Et l'équipe derrière cette mission, avec le financement d'une fondation philanthropique privée, construit un véritable vaisseau de démonstration. Un petit engin destiné à prouver la voile et le plongeon en vol, avec un lancement prévu dans un futur très proche. La preuve du concept s'assemble maintenant, à notre époque. Il vaut la peine de sentir combien tout le projet est étrange et audacieux. Pour photographier un monde autour d'une autre étoile, le plan est de tomber vers notre propre étoile, de survivre à une fournaise 2 fois plus chaude que l'acier fondu sur une voile plus fine qu'une pensée, de laisser la gravité et la lumière vous projeter vers l'extérieur plus vite que tout dans l'histoire, et de chevaucher cet élan pendant 20 ans dans le vide entre les étoiles. Chaque étape semble impossible, jusqu'à ce qu'on regarde de près et qu'on trouve que chaque pièce est ancrée dans la vraie physique, les vrais matériaux, et dans au moins un cas, du vrai matériel en construction en ce moment même. Mais faire parvenir un seul télescope fragile jusqu'à la ligne de foyer, aussi difficile que ce soit, se révèle être la version facile du problème. Car un seul télescope, 20 ans dans le noir, est un pari terrifiant. Vous le construisez, vous le lancez, vous attendez 2 décennies, vous l'allumez. Et s'il ne fonctionne tout simplement pas, si un seul composant a lâché quelque part à travers ces milliards de kilomètres, et que toute la mission, toute l'image, toute la réponse à la question de savoir si nous sommes seuls meurt en silence. Ceux qui conçoivent cette chose ont longuement pensé à ce cauchemar. Et la solution qu'ils ont trouvée n'est pas d'envoyer un vaisseau, c'est d'en envoyer des centaines. La logique et la redondance poussées à un extrême presque impitoyable. Si tout repose sur une seule machine, alors la moindre défaillance met fin à tout. Alors on fait l'inverse. On rend les vaisseaux petits, standardisés et nombreux. On les construit par lot, on les lance par grappes, une nouvelle fournée chaque année, égrenée dans le noir comme les perles d'un collier. Ainsi, aucune pièce brisée ne peut tuer la mission, car il y a toujours une autre pièce derrière, et une autre encore. C'est la même philosophie qui garde un corps en vie quand une cellule meurt, ou une forêt debout quand un arbre tombe. On répartit le risque sur tant de pièces que la perte de l'une devient survivable. Et cette exigence est plus vitale ici que presque partout ailleurs, car là-bas, sur la ligne, un seul message radio met des jours dans chaque sens. Un problème qui survient ne peut pas être réparé en temps réel. On ne peut compter sur aucun secours. On ne peut compter que sur le fait d'avoir envoyé assez de copies pour qu'une seule qui se brise n'ait pas d'importance. Voici comment un seul lancement est bâti. Chacun porte un petit groupe de vaisseaux compacts, et chaque membre du groupe a une tâche précise. Certains portent des segments du miroir du télescope. L'un porte un coronographe, l'instrument de masquage qui bloquera l'éclat de notre propre Soleil. L'un gère la longue liaison de communication vers la Terre. Et l'un porte une source d'énergie nucléaire, car là où ces vaisseaux vont, la lumière solaire est bien trop faible pour faire tourner des panneaux, et seul un générateur nucléaire peut les garder en vie dans le froid profond et le noir. Chaque petit vaisseau a sa propre voile pour filer sur la bonne trajectoire. Et une fois arrivés, lâchés dans le noir, ils font une chose remarquable. Ils s'assemblent d'eux-mêmes, de façon autonome, en un unique observatoire en état de marche. Le télescope complet n'est pas lancé comme une machine finie. Il est lancé comme une poignée de petits vaisseaux séparés, chacun portant une pièce, et ils se rejoignent en vol, loin de toute main humaine, et se construisent tout seuls en un instrument fonctionnel, dans l'espace interstellaire. Aucun astronaute ne serre un boulon. Aucun contrôleur ne guide chaque étape en direct, car à ces distances, une commande radio met des jours à arriver. Les pièces doivent se trouver et s'ajuster seules, guidées par leur propre système, en un lieu qu'aucun humain ne visitera jamais.
Un télescope qui se construit dans le noir, à des jours-lumière de chez lui. Et le télescope que chaque grappe forme n'a pas besoin d'être grand. Le miroir réel ne fait qu'environ 1 mètre de large, la taille de quelque chose que l'on pourrait tenir dans les bras. C'est là le cadeau étrange de toute l'approche. Le Soleil fait le gros du travail, il fournit l'amplification de 100 milliards, il agit comme la lentille de 90 km. Le petit vaisseau, là-bas sur la ligne de foyer, n'a pas besoin d'être un géant. Il lui suffit d'être là, au bon endroit, pour recueillir l'image que le Soleil a déjà bâtie. Le difficile n'a jamais été la taille du télescope. C'était d'amener un télescope, quel qu'il soit, jusqu'à cette distance impossible. Maintenant, enchaînez ces grappes à travers le temps et vous obtenez la structure que les concepteurs ont si bien nommée. On lance une grappe fraîche non pas une fois, mais chaque année. Année après année, un nouveau lot exécute le plongeon solaire et part sur le même chemin. Le résultat est une chaîne de grappes s'étirant du système solaire intérieur jusque dans l'espace interstellaire, chacune plus avancée que la précédente. Ils l'ont appelé le collier de perles. Chaque perle, une grappe de vaisseau minuscule, lancée 1 an après la précédente. Et parce qu'elles voyagent à la même vitesse, les perles finissent espacées à peu près de la distance du Soleil à Neptune l'une de l'autre. Imaginez cela, une file d'observatoires, chacun séparé de son voisin par la largeur de presque tout notre système planétaire, tendu en une vaste chaîne vers la ligne de foyer et au-delà. Et cet espacement n'est pas que de la géométrie. C'est le système de secours rendu tangible. Si une perle vient à défaillir, si toute une grappe est perdue, la mission survit, car il y a une autre perle devant et une autre derrière, chacune capable de faire le travail. Les perles se parlent aussi, et la façon dont elles le font résout un autre problème difficile. Envoyer des données directement depuis la ligne de foyer jusqu'à la Terre, à travers ce gouffre, est ardu. Mais la chaîne offre un raccourci. Chaque perle envoie ses données à la suivante, plus près, par des faisceaux serrés de lumière laser qui les passent à la suivante et à la suivante, ramenant le signal chez nous maillon par maillon. L'image finale d'un monde étranger n'a pas à faire tout le trajet d'un seul bond impossible. Elle est passée de main en main le long du collier, et il y a une élégance cachée dans le calendrier. Parce que les perles partent une par an sur de nombreuses années, les plus tardives portent une meilleure technologie que les premières. La mission ne gèle pas sa technologie à l'instant où elle commence. Elle se met à niveau à chaque lancement. La chaîne devient plus intelligente à mesure qu'elle grandit. Mais il reste à comprendre comment, au bout de la ligne, on tire réellement le portrait d'un monde, et ce n'est pas ce que vous imaginez. L'image d'une planète entière n'attend pas, toute faite, à l'intérieur de cet anneau de lumière. Ce n'est pas une photographie que l'on prend en un instant. Le Soleil étale la planète à travers le ciel comme un vaste cylindre de lumière, large de dizaines de kilomètres. Et pour bâtir l'image, le télescope doit physiquement traverser ce cylindre, s'arrêtant point après point, recueillant le monde un minuscule morceau à la fois. Un télescope au miroir d'1 mètre, reconstruisant une planète pixel par pixel, sur des mois et des années. Pour comprendre pourquoi, il faut renoncer à l'idée d'un appareil photo ordinaire, où toute la lumière de la scène arrive d'un coup et où l'image se forme en un instant. Le Soleil lentille ne fonctionne pas ainsi. Il projette la lumière de la planète non comme une image nette, mais étalée à travers une vaste région de l'espace, un cylindre d'environ 30 km de large pour les mondes les plus proches, qui s'élargit encore à mesure qu'on s'éloigne. L'image entière de la planète est là-dedans, mais répandue sur une colonne large de dizaines de kilomètres. On ne peut pas la saisir d'un seul point. Il faut se déplacer à travers elle. Le télescope traite donc cet énorme cylindre de lumière comme une grille, un maillage invisible de points, et il les visite un par un. À chaque position, il s'arrête, se tient immobile et prend une mesure de l'anneau de lumière qu'il voit depuis ce point exact. Puis il glisse au point suivant et recommence. Chaque position visitée correspond à un pixel de l'image finale, un point, un pixel. Et la précision exigée est presque cruelle. On ne parle pas de viser à peu près dans la bonne direction. Pour obtenir une lecture utilisable, la position du télescope doit être juste à environ 1 mètre près. À 1 seul mètre d'erreur, la mesure de ce point est gâchée. Alors imaginez la scène réelle. Un vaisseau à 80 milliards de kilomètres de chez lui, rampant à travers une grille invisible dans l'espace, tenant sa position à la longueur d'une enjambée humaine, s'arrêtant à chaque point moins d'1 minute pour prendre sa lecture, puis glissant précisément au point suivant. Encore juste au mètre. Encore une pause, encore une lecture. Chaque pause donne un pixel, et il y a un très grand nombre de pixels dans une planète. Voilà pourquoi la mission prend des années même après l'arrivée du télescope. La prise d'image elle-même est la partie lente. Des mois, des années de reptation patiente à travers le cylindre de lumière, point après point. Chacun ajoutant un unique pixel à une image qui se construit avec une lenteur déchirante. Et le travail ne s'arrête pas quand on a visité chaque point une seule fois. Pour extraire une planète faible de sous l'éclat mouvant du Soleil, on ne peut pas se fier à un seul passage. On repasse sur les mêmes points, encore et encore, on additionne le signal, on efface le bruit qui scintille, on renforce l'image à chaque répétition. Et une planète tourne pendant qu'on la regarde, offrant de nouvelles terres à la lentille. Le relevé doit donc suivre cette rotation pour cartographier toute la surface, et non une seule face.
Ce qui commence comme une reptation à travers une grille devient une longue observation en couche, revenant aux mêmes positions des mois durant, chaque retour ajoutant un peu plus de certitude, un peu plus de détails, jusqu'à ce qu'un monde flou se précise en quelque chose qu'on pourrait vraiment appeler une carte. Il y a là quelque chose de presque méditatif. Une petite machine, seule dans le noir le plus profond, bien au-delà de voyager, se tenant parfaitement immobile contre la faible pression de la lumière des étoiles, recueillant un éclat d'un monde étranger, puis dérivant de quelques mètres et recueillant l'éclat suivant. Heure après heure, sans hâte, sans drame. L'un des actes de construction les plus patients que notre espèce puisse entreprendre, accompli par une machine trop lointaine pour que nous la touchions jamais. Mais il y a un problème enfoui dans tout cela, et il est sérieux. Pour recueillir la lumière de la planète, le télescope doit regarder presque droit vers le Soleil, car l'image de la planète est dans un anneau enroulé autour du disque du Soleil. Il y a un avertissement livré avec chaque télescope jamais fabriqué, une règle absolue, ne le pointez jamais vers le Soleil. Cette mission exige de le fixer presque en face. Le danger n'est pas tant l'éclat de la surface que nos coronographes peuvent masquer. Le vrai problème, c'est la couronne du Soleil, ce halo de gaz surchauffé qui l'entoure, sans cesse bouillonnant, éruptif, changeant. Cette couronne, lui, et sa lueur contamine l'anneau de lumière que le télescope tente de lire. La lumière de la planète est d'une faiblesse inimaginable après avoir traversé des années-lumière. La couronne, juste là au premier plan, est comparativement brillante et jamais immobile. Elle menace de noyer le signal même que toute la mission existe pour recueillir, comme tenter d'entendre un murmure debout près d'un feu qui crépite au hasard. Et la couronne n'est pas une lueur stable qu'on mesurerait une fois pour la soustraire à jamais. Elle est vivante. Sa brillance dans le champ du télescope change sans cesse, imprévisiblement. Le bruit qu'on combat est une cible mouvante. Alors les ingénieurs affrontent une vraie énigme. Ils doivent pointer presque droit vers le Soleil pour attraper l'anneau, et ce faisant, laisser entrer l'éclat de sa propre atmosphère bouillonnante. On ne peut pas simplement détourner le regard. L'anneau est là où se trouve la planète. On ne peut pas immobiliser la couronne, c'est une chose vivante et éruptive. Extraire proprement l'un de l'autre n'est pas affaire d'un meilleur masque. Cela exige quelque chose de plus astucieux. Un tour de soustraction. Et ce tour est presque insultant de simplicité. On pointe la plupart de ces télescopes vers l'anneau, où se cache la lumière de la planète. Et on en pointe un vers rien. Vers le seul éclat nu de l'atmosphère du Soleil, sur le côté, à l'écart de l'anneau. Ce télescope-là, qui fixe le bruit exprès, est ce qui permet d'effacer le bruit de tous les autres. Voici comment cela marche. Dans chaque grappe de télescope, sur la ligne de foyer, le travail est réparti. La plupart, 4 sur 5, pointent droit vers l'anneau d'Einstein, recueillant la lumière focalisée de la planète, avec toute la contamination de la couronne mêlée dedans. Mais un télescope est délibérément placé juste à côté de l'anneau, visant une région de ciel qui ne contient que la couronne et pas la lumière focalisée de la planète. Celui-là n'essaye pas du tout de voir la planète. Son unique tâche est de prendre une mesure propre du bruit, la lueur agitée de l'atmosphère du Soleil, seul dans le cadre. Et une fois qu'on a cette mesure propre du bruit, le reste est de l'arithmétique. On prend les lectures des 4 télescopes qui regardent l'anneau, qui contiennent planète plus couronne, et on soustrait la lecture du télescope de référence, qui ne contient que la couronne. La couronne s'annule. La lueur éruptive et changeante de l'atmosphère du Soleil est retirée, laissant derrière elle la faible lumière venue du monde lointain. C'est exactement le principe d'un casque à réduction de bruit qui écoute le vacarme autour de vous pour l'effacer et ne laisser que la musique. Ici, le vacarme est la couronne du Soleil. La musique est une planète étrangère, et le casque est un télescope qui fixe l'éclat exprès pour que les autres n'aient pas à le combattre seuls. Mais il y a une complication, et elle vient de la forme du Soleil lui-même. Le Soleil n'est pas une sphère parfaite. Il se renfle très légèrement à son équateur, un peu aplati au pôle, comme le fait toujours une boule de fluide en rotation. L'effet est minuscule. Mais pour une lentille qui dépend de la forme précise du corps qui courbe la lumière, minuscule suffit à compter. À mesure que les télescopes s'écartent du centre exact de la ligne, échantillonnant différents points du cylindre, l'anneau d'Einstein qu'il voit ne reste pas un cercle parfait. Il s'illumine d'un côté et s'assombrit de l'autre. Poussé plus loin, et la partie brillante se sépare, jusqu'à ce que l'anneau ne soit plus un anneau, mais 2 arcs de lumière courbes, écartés, brillant sur des côtés opposés. Il serait facile de croire que cette distorsion ruine la mesure. La vérité contre-intuitive est l'inverse. Cet anneau brisé et déséquilibré est exactement là où se cache la plus grande partie de l'information sur la surface de la planète. La distorsion n'est pas du bruit, c'est de la structure. La façon dont l'anneau se brise et s'illumine est directement liée aux régions de la surface d'où cette lumière est venue. Et c'est ici que la chose bascule dans quelque chose qui ressemble à de la magie, sauf que c'est de la pure mathématique. La relativité générale, la théorie de la gravité d'Einstein, nous dit exactement comment l'image d'une planète est étirée et étalée en cet anneau. La distorsion n'est pas aléatoire. Elle suit des règles connues et précises, décrites par ce qu'on appelle la fonction d'étalement du point, qui saisit exactement comment un seul point de lumière à la surface de la planète est répandu dans le motif que le télescope voit. Nous connaissons entièrement les règles de l'étalement.
ce qui veut dire que nous pouvons les faire tourner à l'envers. Si vous savez exactement comment le Soleil a pris la lumière de chaque parcelle de la surface de la planète et l'a étirée dans l'anneau, alors vous pouvez prendre l'anneau que vous avez mesuré et remonter chaque photon capté jusqu'à la parcelle de sol étranger d'où il venait. Vous inversez la distorsion. Vous désétalez l'image. La mathématique du brouillage devient la mathématique du débrouillage. Et de ce mince anneau de lumière brisée émerge une vraie carte de la surface de la planète. Ce n'est ni une supposition ni une reconstruction d'artiste. C'est la lumière réelle du monde réel, repassée à travers les équations de la lentille jusqu'à sa source. C'est le triomphe tranquille au cœur de toute la méthode. Malgré la difficulté des distances, de la chaleur et de la précision, l'étape finale n'est pas un mystère. C'est un calcul ancré dans une théorie que nous testons depuis plus d'un siècle et en laquelle nous avons pleine confiance. Einstein nous a donné les règles de la façon dont la gravité courbe la lumière. Et ces mêmes règles, qui semblaient jadis une curiosité abstraite, sont exactement ce qui nous permet de prendre un éclat de lumière étalé et de le retourner en un visage de monde lointain. L'homme qui a dit que l'effet ne pourrait jamais être observé nous a remis, sans le savoir, l'outil précis pour l'inverser. Le sceptique a rédigé le mode d'emploi de la chose même dont il doutait. Mais un anneau ne suffit pas. Pour bâtir une image propre et complète, il n'en faut pas un, il en faut des millions, recueillis patiemment sur des années, point après point à travers ce vaste cylindre de lumière. Tous combinés et repassés à l'envers dans les équations jusqu'à ce qu'un monde entier surgisse du noir. Et plus vous recueillez longtemps, meilleur c'est. Avec assez d'anneaux, sur assez de temps, on peut même effacer les nuages qui passent, peler la météo pour voir la surface dessous, et regarder la planète tourner pour que chacune de ses faces vienne au jour. Et une fois qu'on peut faire cela, une question qui attendait tranquillement en arrière-plan s'avance enfin. Parmi tous les mondes, lequel viser en premier? Car chaque planète possède sa propre ligne de foyer. La mission n'est pas une flèche unique vers une seule cible, c'est un menu. Le Soleil crée une ligne de foyer séparée pour chaque monde que nous voudrions voir, chacune attendant de l'autre côté du Soleil par rapport à cette planète. La question cesse d'être où pointer le télescope et devient bien plus grisante. Parmi tous les mondes que nous connaissons, lequel choisir de regarder d'abord? Car chaque ligne est une destination distincte, un engagement de vaisseau et d'années. Mais tout monde vers lequel on accepte de voyager, on peut le voir en détail véritable. La liste courte est réelle. Parmi les candidats figurent quelques noms fameux. La première planète de la taille de la Terre jamais découverte dans la zone habitable de son étoile, cette région où l'eau liquide pourrait, en principe, exister. Ou encore un monde gelé que les astronomes ont surnommé la planète Œil, pour la façon dont sa face tournée vers l'étoile pourrait abriter une unique région d'eau libre, fixant l'espace au milieu de la glace. Tous sont tentants. Mais 3 mondes s'élèvent au-dessus des autres. Le troisième choix est une super-Terre, un monde rocheux un peu plus grand que le nôtre, à un peu plus de 12 années-lumière. Ce qui le rend spécial, c'est son étoile. Il tourne autour d'une naine rouge exceptionnellement calme, là où la plupart des naines rouges sont violentes, et il reçoit à peine 6% de lumière de plus que la Terre n'en reçoit du Soleil. C'est remarquablement proche de nos propres conditions. Parmi tous les mondes connus, c'est l'un des meilleurs candidats à l'habitabilité. Le deuxième choix n'est pas un monde mais un système, l'une des plus célèbres découvertes de l'astronomie moderne. Une famille compacte de 7 planètes rocheuses tournant autour d'une seule petite étoile, à environ 40 années-lumière. 3 de ces 7 mondes se tiennent dans la zone habitable ou juste à son bord. Et voici ce qui en fait un tel trésor, parce que toutes ces planètes tournent autour de la même étoile, une seule ligne de foyer pourrait en livrer plus d'une. Vous ne photographieriez pas une planète, mais tout un système, une fratrie de mondes depuis une seule position dans le noir. Nous n'avons jamais eu qu'un seul système solaire à étudier de près, le nôtre. Un regard clair sur une deuxième famille de planètes, toutes d'un coup, serait une aubaine scientifique presque au-delà de toute mesure. Et le premier choix, le numéro 1, est l'évident et l'irrésistible. C'est la planète potentiellement habitable la plus proche que nous connaissions, où que ce soit. Un monde tournant autour de l'étoile la toute proche voisine de notre Soleil, à un peu plus de 4 années-lumière. L'étoile la plus proche, le monde le plus proche, la chose la plus semblable à un voisin que nous ayons dans toute la galaxie. Il n'y a aucune exoplanète que nous pourrions imager à plus haute résolution que celle-ci, simplement parce que rien d'autre n'est aussi proche. Cette proximité ne donne pas qu'une plus jolie image. Pour ce monde le plus proche, la puissance de focalisation du Soleil, combinée à sa proximité, donnerait une résolution assez fine pour que chaque pixel de l'image finale corresponde à une parcelle de la surface d'environ 1 km de large. 1 km par pixel sur un monde à 4 années-lumière. À cette résolution, vous verriez bien plus que des continents et des océans. Vous verriez des chaînes de montagnes et des littoraux, la forme des lacs, le bord des calottes glaciaires. Et à cette résolution, s'il existait une vraie civilisation étrangère sur ce monde, éclairant ses nuits ou remodelant sa surface, vous pourriez réellement en voir la preuve. Non pas la déduire, la voir. Asseyez-vous un instant avec cela, car c'est le rêve entier rendu précis.
La chance de regarder un monde lointain et d'y trouver le signe indubitable que quelqu'un s'y trouve est la plus nette sur la cible la plus proche. C'est le seul monde assez près pour qu'une civilisation, si elle existait, ne puisse peut-être pas rester cachée. Mais il y a un pari enfoui dans cette récompense, et c'est la question que la suite doit affronter en face. Le monde le plus proche pourrait être un cadavre. La chose même qui le rend accessible, le fait qu'il se blottisse contre une petite étoile froide, pourrait être la chose qui l'a tué. Assez proche pour être verrouillé en place, une face en jour éternel, une face en nuit éternelle. Assez proche pour être écorché par des éruptions stellaires des milliers de fois plus violentes que tout ce que notre Soleil projette. Pour comprendre le danger, il faut comprendre le genre d'étoiles que ces mondes tournent. Les planètes en zone habitable que nous trouvons le plus souvent tournent autour de naines rouges, des étoiles bien plus petites et froides que notre Soleil. Parce que l'étoile est faible, sa zone habitable, la bande où l'eau liquide pourrait exister, se tient tout près. Une planète doit serrer l'étoile pour rester assez chaude. Et quand une planète tourne si près, la gravité de l'étoile finit, sur des millions d'années, par verrouiller sa rotation. De sorte que la même face pointe toujours vers l'étoile, comme la Lune montre toujours la même face à la Terre. Un côté cuit dans un jour perpétuel, l'autre gèle dans une nuit perpétuelle. Et ces étoiles ne sont pas une rareté. Les naines rouges forment l'écrasante majorité de toutes les étoiles de la galaxie, quelque chose comme 70%. Notre Soleil, une étoile jaune et chaude, est en réalité le cas minoritaire. Alors quand nous demandons si la vie est commune dans l'univers, nous demandons en grande partie si la vie peut survivre autour des naines rouges. Car c'est là qu'est presque tout le terrain. Pendant des décennies, cela ressembla à une condamnation à mort pour la vie. Un côté jour brûlant sous une étoile qui ne se couche jamais. Une nuit gelée, verrouillée dans les ténèbres, assez froide pour figer l'air lui-même. Le raisonnement était que, du côté nuit, les gaz se refroidiraient, se condenseraient et tomberaient en givre, faisant neiger l'atmosphère hors du ciel jusqu'à ce que le côté jour ne soit plus qu'un roc nu et sans air. Mais l'image se révéla plus clémente. Le sauvetage vint de meilleurs modèles. Si la planète possède une atmosphère assez épaisse ou un océan assez profond, alors l'air et l'eau peuvent transporter la chaleur du côté brûlant vers le côté gelé. Les vents circulent, les courants coulent, la chaleur volée à la face claire et nourrie à la face sombre, adoucissant les extrêmes. Un monde qui semblait fendu en feu et glace pourrait, avec assez d'air ou d'eau pour déplacer la chaleur, tenir une bande de température vivable. Les modèles trouvèrent même différentes saveurs de ces mondes, aux noms évocateurs. Un état où les courants océaniques répandent la chaleur, qu'on a appelé l'état homard, pour la forme que prend la région chaude, et un autre où la chaleur reste piégée sous l'étoile, laissant un œil tiède cerné de glace, l'état œil. Puis vinrent de nouvelles observations de l'étoile la plus proche elle-même, et elles furent dégrisantes. Les astronomes braquèrent de puissants réseaux radio sur elle et la surveillèrent de près. Et ce qu'ils trouvèrent, ce fut la violence. L'étoile s'embrasse sans cesse, projetant des bouffées de rayonnement bien plus puissantes et bien plus fréquentes que tout ce que produit notre propre Soleil. En une seule campagne, des instruments détectèrent des centaines d'éruptions en seulement 50 heures d'observation. Notre Soleil offre à la Terre de douces aurores parce que nous avons une atmosphère épaisse et un fort champ magnétique pour nous protéger. Les éruptions de l'étoile la plus proche sont d'un tout autre ordre, assez énergétiques pour arracher l'atmosphère d'une planète avec le temps, pour éroder son ozone protecteur, pour bombarder sa surface d'un rayonnement mortel. Certaines des plus puissantes frapperaient le monde voisin avec des milliers de fois plus de rayonnement que les plus fortes éruptions que notre Soleil envoie vers la Terre. Et ce ne sont pas des événements rares. Un tambour battant de rayonnement, lavant la planète presque sans pause, que tout être vivant en surface, ou toute atmosphère tentant de persister, devrait endurer non pas une fois, mais sans fin, à travers les milliards d'années dont la vie a besoin. Et voici la cruelle ironie. Parce que le monde est verrouillé, il ne tourne pas comme la Terre. Or, une planète engendre son champ magnétique protecteur en grande partie par sa rotation, le brassage de son intérieur en fusion. Sans cette rotation, la planète peut manquer d'un fort champ magnétique, la chose même qui protège une atmosphère d'être arrachée par une étoile violente. Le monde le plus proche pourrait donc se tenir sans bouclier, droit dans le chemin d'une étoile qui s'embrase des milliers de fois plus férocement que la nôtre. Les traits qui le rendent accessible, l'orbite serrée, la rotation verrouillée, sont les mêmes qui peuvent l'avoir laissé sans défense. Nous ne savons vraiment pas s'il garde encore la moindre atmosphère. Et cette incertitude, aussi frustrante soit-elle, est précisément l'argument pour aller voir. Nous pouvons modéliser ces mondes. Nous pouvons débattre d'états homard et d'états œil. Mais nous ne pouvons pas savoir ce qu'est réellement le monde le plus proche tant que nous ne l'aurons pas vu. Tout le sens de bâtir un œil assez puissant pour imager sa surface est de remplacer cette conjecture par une réponse. A-t-il des nuages, une atmosphère, des océans, une météo, ou n'est-il qu'un roc nu et irradié? Seule une vraie image peut le dire. Et regardez, il se trouve, fait une chose qu'aucun des concepteurs n'a tout à fait soulignée d'abord. La même lentille qui nous laisse regarder dehors laisse aussi quelque chose regarder en retour. La porte s'ouvre dans les deux sens.
Tout ce qui permet au Soleil de recueillir un faible murmure de lumière venue de la galaxie fonctionne aussi bien à l'envers. La même gravité qui amplifie une image entrante, amplifie un signal sortant. Ce qui veut dire que le Soleil n'est pas seulement le télescope le plus puissant que nous puissions jamais employer, c'est aussi l'émetteur le plus puissant. Placez un petit vaisseau au foyer et laissez-le envoyer un signal vers l'extérieur. Le Soleil focalisera ce signal sortant lui aussi, le rassemblant et le projetant vers une cible lointaine avec la même énorme amplification. Remplacez le télescope par un émetteur et la lentille qui grossissait une image grossit désormais un message. L'œil devient une voix. Et toutes les étoiles ne sont pas aussi loin que la nôtre. La distance jusqu'à la région de foyer dépend de l'étoile, et les plus petites amènent leur foyer plus près. Pour une naine rouge typique, la plus commune des étoiles, le foyer commence bien plus près que celui du Soleil, environ à mi-distance. Puisque les naines rouges forment l'écrasante majorité des étoiles, la plupart des lentilles éparpillées dans la galaxie sont en fait plus faciles à atteindre que la nôtre. Une civilisation autour d'une petite étoile rouge aurait un trajet plus court jusqu'à son propre foyer que celui que nous affrontons vers le nôtre. La galaxie n'est pas seulement pleine de lentilles. Elle est pleine de lentilles qui, pour la plupart, se tiennent plus près de chez elle que celle vers laquelle nous peinons. Et l'efficacité de cette voie est presque absurde. Imaginez que vous placiez un émetteur au foyer de notre Soleil et qu'une civilisation autour d'une étoile voisine place un récepteur au foyer de la sienne. Les deux étoiles agissent alors comme des lentilles, l'une amplifiant le signal au départ, l'autre à l'arrivée, avec une lentille gravitationnelle à chaque bout du lien. Le gain est stupéfiant, un facteur d'environ 1 milliard de chaque côté. Le résultat, c'est qu'on pourrait envoyer un message entre deux systèmes stellaires avec un émetteur plus faible qu'un jouet d'enfant, moins de puissance qu'un téléphone portable, et il arriverait propre, clair, sans erreur, à travers des années-lumière d'espace, parce que les deux étoiles ont fait tout le gros travail. Et ce ne serait pas un filet d'information. Avec la lumière comme porteuse plutôt que la radio, un tel lien pourrait transporter de vraies données. De quoi diffuser quelque chose d'aussi riche qu'une vidéo en haute définition à travers le gouffre entre les étoiles, sans coupure, sans perte. Nous imaginons d'ordinaire la communication interstellaire comme le défi d'ingénierie ultime, exigeant des réseaux immenses et une puissance colossale, le genre de choses qu'une civilisation quasi divine seule pourrait mener. La lentille renverse cette idée. Avec une étoile à chaque bout, le message que vous murmurez avec presque aucune puissance arrive haut et clair, à des années-lumière de là. La difficulté ne vient pas de la distance. Les étoiles effacent la distance. Maintenant, étirez cette image à travers toute la galaxie et vous arrivez à l'idée qui donne à ce chapitre son nom. Si deux étoiles peuvent être reliées ainsi, alors en principe toutes le peuvent. Une civilisation pourrait placer des récepteurs et des émetteurs au foyer d'étoile après étoile, bâtissant une toile de lien gravitationnellement amplifiée qui enjambe la galaxie, portant des messages d'un bord à l'autre à la vitesse de la lumière, avec presque aucune énergie. Un Internet galactique, non pas un fantasme de vitesse supraluminique, mais quelque chose qui obéit à chaque loi de la physique que nous connaissons, bâti entièrement sur le pouvoir de lentilles que les étoiles offrent gratuitement. L'infrastructure est déjà là, éparpillée à travers la galaxie. Des centaines de milliards de lentilles toutes prêtes, attendant d'être employées. Et voici la pensée qui devrait rester avec vous dans le noir. Cette toile pourrait déjà exister. Un réseau à l'échelle de la galaxie, bourdonnant entre les étoiles, aurait pu tourner depuis des âges bâtis par des civilisations bien plus vieilles que la nôtre, se passant des messages à travers les années-lumière en parfaite clarté. Et nous n'en aurions aucune idée, parce que pour s'y brancher, il faut être là-bas, à la région de foyer, au lieu où nous n'avons jamais été. Nous écoutons des signaux étrangers depuis des décennies, pointant des antennes radio depuis la surface de notre propre monde et n'entendant que le silence. Mais la conversation, s'il y en a une, pourrait ne pas se dérouler là où nous avons écouté. Elle pourrait couler à travers les foyers des étoiles, en un lieu que nos instruments n'ont jamais atteint. Cela reformule le long silence d'une façon presque douce. Depuis plus d'un demi-siècle, nous nous demandons pourquoi la galaxie semble si muette, pourquoi personne ne semble appeler. Nous avons fait de ce silence une sorte d'effroi, la peur que peut-être personne ne soit là. Mais peut-être le silence n'est-il pas le vide. Peut-être avons-nous seulement tenu notre oreille contre le mauvais mur. Une civilisation assez patiente pour placer son matériel au foyer des étoiles ne crierait pas dans le vide dans toutes les directions. Elle parlerait doucement, précisément, d'étoile à étoile, par des canaux bien trop faibles et trop lointains pour qu'une antenne sur Terre les surprenne jamais. Nous ne sommes peut-être pas seuls dans une galaxie morte. Nous nous tenons peut-être seulement en dehors d'une conversation que nous n'avons jamais su rejoindre. Et il y a une version plus troublante encore de cette pensée. Nous nous sommes imaginés les malins, les premiers à songer à faire d'une étoile une lentille. Mais la physique n'est pas la nôtre. C'est juste la physique, offerte à quiconque, où que ce soit, comprend la gravité et la lumière. Peut-être ne sommes-nous pas les premiers à y penser. Peut-être seulement les premiers, dans notre petit coin, à essayer. Et il y a un moyen de pousser cette idée à sa limite absolue, en demandant ce qui arriverait si l'on utilisait non pas une étoile, mais la lentille la plus puissante de toute la galaxie.
Si une étoile peut être une lentille, un trou noir peut en être une bien plus grande, car le pouvoir de lentille croît avec la masse. Au cœur de notre galaxie siège un trou noir supermassif nommé Sagittarius A étoile, portant la masse d'environ 4 millions de soleils. Son existence même n'est pas une conjecture. Sa découverte, en suivant pendant des années les étoiles qui l'orbitent, a valu le prix Nobel de physique 2020 à Reinhard Genzel et Andrea Ghez, récompensés pour la découverte d'un objet compact supermassif au centre de notre galaxie. Puisque la force de lentille grandit avec la masse, ce trou noir est une lentille incomparablement plus puissante que notre Soleil ne pourrait l'être. Et ses avantages ne s'arrêtent pas à la puissance brute. Presque tout ce qui rend le Soleil difficile à utiliser vient du fait qu'il est une étoile. Une boule de gaz brûlante, aveuglante, avec une surface éclatante et une couronne agitée qui contamine la vue. Un trou noir n'a rien de tout cela. Pas de surface, pas de couronne, pas de lumière aveuglante. Il est, au sens le plus littéral, sombre. Tous les problèmes d'ingénierie les plus ardus de la mission, ceux qui ont demandé les tours les plus astucieux, ne se poseraient même pas. Alors, que pourrait-on voir avec une telle lentille? Les nombres donnent le vertige. Placer un télescope à la bonne distance de ce trou noir, viser une planète à l'autre bout de notre propre galaxie, à 100 000 années-lumière, et en principe, vous pourriez y résoudre des bâtiments isolés. Pas des continents, pas des villes. Des bâtiments. Une structure sur un monde à l'extrémité opposée de la Voie lactée, rendue visible par la lentille au cœur de la galaxie. Et cela devient plus stupéfiant encore. Visez une planète dans la galaxie voisine d'Andromède, à 2,5 millions d'années-lumière, et vous pourriez encore y distinguer des détails à l'échelle du kilomètre, plus nets que ce que notre Soleil pourrait nous montrer du monde le plus proche, à 4 années-lumière de chez nous. Un monde dans une autre galaxie, des millions d'années-lumière plus loin, vu plus clairement que notre propre voisin le plus proche. La lentille au centre de notre galaxie est assez puissante pour changer des mondes d'autres galaxies en lieux que l'on pourrait cartographier. Et voici la cruauté qui ramène tout sur Terre. On ne peut pas y aller. La région de foyer de ce trou noir se tient à une distance impossible, car le trou noir lui-même est à 26 000 années-lumière de nous, au centre de la galaxie. Pour poser un télescope là où il pourrait employer cette lentille, il faudrait franchir ce gouffre. Et même si l'on pouvait voyager à presque la vitesse de la lumière, le trajet prendrait encore des dizaines de milliers d'années. 26 000 ans rien que pour la lumière, et bien plus pour tout vaisseau que nous saurions bâtir. Un engin lancé vers cette lentille à l'époque où l'on bâtissait les premières cités sur Terre ne serait toujours pas arrivé. Aucune motivation, aucun financement, aucune civilisation que nous puissions concevoir n'opère sur une telle échelle de temps. La lentille au cœur de la galaxie est réelle, sa puissance est réelle, et elle est aussi, à toute fin pratique, à jamais hors de portée. Elle demeure un rêve, et il y a un étrange réconfort là-dedans. Un rappel de tout ce que l'univers a bâti et laissé traîner pour tout esprit assez fin pour le remarquer. Des étoiles qui focalisent la lumière en télescope. Un trou noir qui pourrait nous montrer d'autres galaxies. Rien de tout cela fait pour nous. Tout cela simplement là. Mais le soleil au-dessus de nos têtes, l'étoile modeste que nous pouvons vraiment atteindre, suffit pour commencer. Et une fois qu'on accepte que la plus grande lentille est hors d'atteinte, la chose vraiment étonnante est de voir combien la lentille que nous avons est proche de devenir réelle. Car cette mission, celle qui semble impossible avec notre propre soleil, n'est pas aussi lointaine ni aussi coûteuse qu'on le croirait. Le tout, du début à la fin, reviendrait à environ 40 milliards de dollars, étalés sur 40 ans. À peu près 1 milliard de dollars par an pour prendre la première vraie photographie d'un autre monde. Cela paraît énorme, jusqu'à ce qu'on le pose à côté de ce que nous dépensons déjà. Et là, tout se renverse en quelque chose de presque gênant de petitesse. Il vaut la peine de voir où en est réellement le concept, car il est bien plus avancé que la plupart des gens ne l'imaginent. Ce n'est pas un croquis sur un coin de table. La mission a traversé les étapes formelles du programme de la NASA dédié aux idées audacieuses, à haut risque et haute récompense, celui conçu pour financer des concepts qui sonnent comme de la science-fiction mais pourraient marcher. Elle a franchi une première phase d'études, il y a des années, prouvant que la physique tient. Puis une deuxième phase avec un vrai financement, produisant des percées sur la façon de tirer l'image de l'anneau, de bâtir l'essaim de vaisseau, d'arriver assez vite grâce aux voiles solaires. Puis elle a atteint la phase finale de ce programme, un stade que seule une poignée de concepts a jamais atteint, avec une architecture de mission complète travaillée en détail. L'équipe a même obtenu un financement privé pour construire l'engin de démonstration. C'est un effort réel, financé, en progrès. Pas un fantasme. Les gens derrière ont fait tourner les nombres et les simulations en détail et ont dit, en somme, si vous nous donnez cela, nous vous donnerons l'image d'un autre monde. C'est très différent d'une rêverie. C'est un plan élaboré, examiné par l'agence, qui attend la décision de le bâtir. Maintenant, le coût, examiné honnêtement. L'estimation complète, tout compris, avoisine les 40 milliards de dollars sur 4 décennies. C'est un grand nombre, isolé. Mais comparez-le aux choses que nous avons déjà bâties. C'est plusieurs fois moins que le coût de la Station spatiale internationale. C'est une fraction, peut-être un 20e, de ce qu'a coûté le programme qui a posé des hommes sur la Lune.
Nous avons, en tant qu'espèce, déjà dépensé bien plus que ce que cette mission exigerait, à maintes reprises, pour d'autres entreprises. Le prix de la première photographie d'un monde étranger n'est pas une somme inédite au-delà de l'imagination. Et la comparaison qui frappe vraiment est la plus quotidienne. La dépense militaire d'un seul grand pays se chiffre en milliards de dollars chaque jour. À ce rythme, le coût entier de cette mission, l'effort de 40 ans pour changer notre Soleil en télescope et photographier un autre monde, pourrait être couvert par ce qu'une seule nation dépense pour son armée en à peu près 2 semaines. 2 semaines de dépenses ordinaires, redirigées, achèteraient la première vraie image d'une planète autour d'une autre étoile. Vu ainsi, le tableau se renverse complètement. La mission n'est pas absurdement chère. Elle est absurdement abordable. La chose qui a semblé, toute l'histoire durant, le rêve impossible ultime, coûte moins que ce que nous dépensons pour d'autres choses, sans cesse, sans que personne ne trouve cela extraordinaire. La barrière n'a jamais été l'argent. La barrière fut seulement de décider que cela comptait assez pour le faire. La conclusion honnête est inconfortable, et il faut s'asseoir avec elle. Ceci ne fut jamais vraiment une question de physique. La physique tient. Les mathématiques d'Einstein sont saines. La lentille est réelle. Les anneaux sont photographiés dans le ciel chaque jour. Et ce ne fut jamais vraiment une question d'argent non plus, pas quand on la mesure contre tout ce que nous dépensons déjà. La seule chose qui se dresse entre nous et la première photographie d'un autre monde, c'est de choisir de le faire. C'est une question de volonté, non de possibilité. Et une mission de cette ampleur n'appartiendrait à aucune agence, à aucun pays seul. Une chose à cette échelle, s'étirant sur 40 ans et tout le gouffre jusqu'à une autre étoile, devrait être un effort humain partagé. Le genre de chose qui appartient à l'espèce plutôt qu'à un drapeau. Ce seraient de nombreuses nations ensemble, mettant en commun leurs ressources et leurs meilleurs esprits pour accomplir la chose même que son propre découvreur avait juré impossible. Il y a une poésie tranquille là-dedans. L'homme qui écrivit que les faits ne pourraient jamais être observés serait démenti non par une équipe astucieuse, mais par l'humanité agissant comme un tout, achevant l'idée qu'il avait abandonnée. La première image d'un monde vivant au-delà d'une autre ne serait pas un trophée national, ce serait un trophée humain. Il y a une dernière pensée sous tout cela, et c'est celle qui donne à l'effort tout son poids. Si la mission réussit un jour, le plus dur ne sera peut-être pas de la construire. L'ingénierie est redoutable, le coût est réel, la patience exigée est énorme. Mais tout cela peut se planifier, se financer, se résoudre. Ce qui ne peut pas se planifier, c'est ce qui vient après. Si nous pointons notre plus grand instrument vers le monde le plus proche, que l'image revient et qu'il y a quelque chose là, des lumières dans les ténèbres, des structures sur la Terre, la preuve que nous ne sommes pas seuls, alors nous affronterons une question bien plus dure que n'importe quelle équation. Que faisons-nous de ce savoir? Comment une espèce qui s'est toujours demandé si quelqu'un était là-bas vit-elle avec la réponse, une fois qu'elle la tient enfin? Imaginez l'instant où les données se résolvent enfin. Après des décennies de travail, après la longue chute vers le soleil et le vol de 20 ans dans le noir, après des mois où une petite machine a rampé pixel par pixel à travers un cylindre de lumière, l'image se précise sur un écran, ici sur Terre. Et la voilà, un monde. Des continents et des océans. Des calottes glaciaires luisant de blanc au pôle. Des déserts et des forêts étalés sur les terres. Des tempêtes tournant lentement dans une atmosphère étrangère. Peut-être, du côté nuit, la faible suggestion d'une lueur. Tenez cette image pour ce qu'elle serait vraiment. Pas une tache, pas un point sur lequel des scientifiques se disputent. Une photographie d'un autre monde vivant, la première que notre espèce ait jamais prise, aussi réelle et détaillée que les images que les premiers astronautes ont rapportées de notre propre Terre suspendue dans le noir. Posez-la doucement à côté de nos autres grands premiers pas. Le premier pas sur la Lune, la fission de l'atome, la carte du génome humain. Chacun a changé ce que signifiait être humain. Celui-ci appartiendrait à cette compagnie, et il serait peut-être le plus profond de tous, car les autres parlaient de nous. Et celui-ci dirait si nous sommes seuls. Songez à la façon dont cette image voyagerait. Elle ne resterait pas dans un laboratoire ni dans une revue. Elle serait sur chaque écran de la Terre en quelques heures. Une seule photographie, vue par plus de gens, plus vite, que presque rien dans l'histoire. Des enfants grandiraient en l'ayant toujours connue, comme les enfants d'aujourd'hui grandissent en ayant toujours vu la Terre depuis l'espace, une chose que leurs grands-parents ne pouvaient qu'imaginer. Elle changerait tranquillement la façon dont chaque personne qui la verrait comprend sa place dans les choses. Un monde avec ses propres océans et sa propre météo rendrait l'univers différent pour toujours. Plus petit, d'une certaine façon. Plus peuplé. Plus comme un lieu que nous partageons qu'un vide où nous sommes perdus. Et il ne fut jamais seulement question d'une belle image. Les mêmes données qui donnent l'image nous diraient des choses extraordinaires sur ce monde. En lisant la lumière qui traverse son atmosphère, nous apprendrions de quoi cet air est fait, quels gaz pendent dans son ciel. Et parce que la lentille nous laisse résoudre la surface, nous pourrions faire une chose qu'aucun télescope ordinaire ne pourrait. Tracer de quel continent un gaz particulier s'élève. S'il y avait une grande quantité d'un gaz comme le méthane, celui que, sur Terre, les êtres vivants produisent en grande partie, nous pourrions localiser la région exacte qui l'exhale. Une photographie qui serait aussi une carte vivante de la chimie d'un monde étranger. Et il y a plus encore.
Regardez ce monde sur des mois et des années, et vous le verriez changer. Vous verriez sa météo bouger, des tempêtes se former et se dissoudre, des nuages dériver sur sa face. Vous verriez ses saisons tourner. Vous pourriez dire s'il a des volcans, si sa surface se déplace et se fend comme la nôtre avec ses plaques qui glissent, s'il est un monde géologiquement vivant ou une chose immobile et silencieuse. Et parce que la mission lance des essaims le long de nombreuses lignes de foyer, elle ne s'arrêterait pas à une planète. Chaque nouvelle ligne ajoute un monde, une autre atmosphère à lire, une autre surface à cartographier. Un système comme la famille de cette planète pourrait nous en remettre plusieurs d'un coup. Nous ne prendrions pas un seul portrait. Nous ouvririons un atlas de mondes voisins, page après page, chacune montrant une planète que personne, dans toute l'histoire humaine, n'avait jamais vue autrement qu'en imagination. Souvenez-vous des questions laissées ouvertes au commencement, où il faudrait se tenir pour utiliser le soleil comme lentille et pourquoi personne ne l'avait jamais fait. Nous savons désormais, on se tient à plus de 80 milliards de kilomètres dans le noir, plus loin qu'aucun vaisseau n'a jamais volé. Et si personne ne l'a fait, c'est seulement parce que franchir cette distance dans une vie humaine est un problème que nous venons tout juste d'apprendre à résoudre. Le monde le plus proche est-il seulement vivant ou un roc nu écorché par son étoile violente? Nous ne le savons pas. Et cette incertitude est précisément pourquoi nous irions, car seule l'image peut répondre. Le réseau entre les étoiles bourdonne-t-il déjà? Cela aussi attend là-bas, à la région de Foyer, au seul lieu où nous n'avons jamais été. Chaque fil mène à la même destination, le lieu dans le noir où le soleil ramène la lumière d'autres mondes à un foyer. Alors laissez la lourdeur de tout cela se déposer, car voici où elle se résout. À travers tout ce voyage, nous avons traversé des distances qui semblent trop vastes pour être franchies. Une étoile qui s'embrase assez pour mettre un monde à nu. Un silence qui, par moments, ressemble à de la solitude. Mais rien de tout cela ne finit dans l'effroi. Cela finit dans quelque chose de plus calme et de bien plus beau. L'instrument qui pourrait répondre à la plus vieille question que nous ayons n'est pas une machine qu'il reste à inventer dans quelques laboratoires. C'est le soleil. La même étoile qui a réchauffé chaque jour de votre vie, qui s'est levée sur chaque matin que vous ayez connu, est la lentille. La réponse n'était jamais loin, dans quelques lieux inatteignables. Elle était toujours directement au-dessus de nous. Il y a une douceur là-dedans, une fois qu'on la laisse se poser. Tant de choses, quand on regarde vers l'univers, peuvent sembler froides, peuvent laisser une personne se sentir petite et perdue dans quelque chose de vaste et d'indifférent. Mais ceci est la pensée inverse. La chose qui pourrait nous relier à un autre monde n'est ni étrange, ni lointaine, ni extraterrestre. C'est la chose la plus familière du ciel. L'étoile que nous tournons depuis avant qu'il y ait des yeux pour la voir. La chaleur sur votre visage un après-midi d'été. L'univers n'a pas caché la réponse au loin. Il a placé la lentille dont nous aurions besoin au centre même de nos jours, brillant sur chaque champ, chaque toit, chaque enfant endormi. Ce qui nous ramène là où cette idée a toujours tranquillement vécu. Imaginez un enfant allongé dans l'herbe, une nuit claire, levant les yeux vers toutes ces étoiles. C'est la scène la plus ancienne qui soit. Chaque personne qui ait jamais vécu en a connu une version. Ce moment où l'on regarde en l'air, où l'on se sent petit et où l'on se demande « Y a-t-il quelqu'un là-bas » L'enfant pose la question sans savoir qu'elle a une réponse possible, ni que cette réponse pourrait venir dans une seule vie, ni que l'instrument capable de la trouver est le même soleil qui se lèvera et réchauffera l'herbe au matin. C'est là que nous vous laissons. Non pas sur une conclusion, car il n'y en a pas encore. L'image n'est pas revenue. Nous ne savons pas ce qui se trouve sur ce monde lointain, ni si quelqu'un regarde en retour. Mais l'étrangeté de la chose, ce qu'il faut emporter en s'endormant, c'est combien la réponse est peut-être proche, et depuis combien de temps le moyen de la trouver se cache à la vue de tous. La lentille pour voir si nous sommes seuls est le même soleil qui a éclairé chacune de ces nuits que vous avez passées à vous le demander. Il était là, tout ce temps, au-dessus de votre tête, déversant sa lumière, attendant seulement que nous songions à regarder à travers.